50 000 personnes, soit environ un tiers de la population rurale générale du pays, et donc plus de la moitié d'enfants, parqués, tels des bêtes derrière des murs de barbelés, à l'ombre des miradors, avec des gardes-chiourmes qui avaient droit de vie et de mort sur les femmes, les enfants et les vieillards. En 1959, Michel Rocard, alors inspecteur des finances, avait remis un rapport au délégué général de l'ouvrier, dans lequel il faisait état de la mort de plus de 200 000 morts, 200 000 personnes. Toujours, selon le rapport, il mourait approximativement 500 enfants par jour. Les lignes Maurice et Charles avaient clôturé hermétiquement les frontières est et ouest du pays. 1 million d'hectares de forêt a été bouffé par le napalm. De l'autre côté des frontières, nous ne pouvions plus passer. Ils ont utilisé toutes les armes. Je dis bien toutes les armes qui existaient à cette époque, si on accepte la bombe atomique. Et là, tenez-vous bien, après tout cela, devant un tel désastre, que seule la haine peut produire, ils sont troupes qui soutiennent encore que De Gaulle nous a octroyé l'indépendance. Quel cadeau! Comment voulez-vous qu'une population ne souffle pas et n'applaudit pas au cessez-le-feu? La population algérienne tout entière, à ce moment-là, avait cru que le cessez-le-feu, c'était la paix. Malheureusement, dans la capitale et les villes importantes, nous en étions encore loin. L'OAS terminait le sale boulot de cette sale guerre. Un massacre délirant des populations civiles sans défense. Parce que l'OAS voulait remettre en question les accords d'Évian et provoquer l'irréparable en faisant réagir les populations algériennes, contre les pieds noirs et rendre caducs les accords de cessez-le-feu pour permettre l'intervention de l'armée française. Il ne faut jamais perdre de vue que l'armée française menaçait encore le 24 juillet 1962, soit près de 3 semaines après la reconnaissance par Paris de la République algérienne d'intervenir pour, je cite, directement pour protéger ses nationaux. Mais nous ne sommes pas restés longtemps au maquis, mes compagnons et moi, qui étions revenus à la mi-janvier de Tunisie. Je dois la vérité de dire que si ensuite nous avons gagné Alger, c'est parce qu'enfin la nouvelle direction de la Wilaya et nous, les anciens membres du conseil de la Wilaya, comme Omar Siddiq et moi, le courant ne passait pas. La raison est que nous avions dénoncé la politique purgative menée après notre départ vers l'extérieur. Politique qui a décapité les maquis d'un encadrement de valeur. Lorsque la question m'a été posée par quelques membres du conseil de Wilaya, j'ai été tout sauf diplomate. Je me cite. Je n'ai jamais approuvé et je n'approuverai jamais ai-je dit. Les errements des responsables qui se sont rendus coupables d'exécution sommaire de patriotes accusés à tort de trahison, les auteurs de tels agissements
doivent répondre de tels crimes parce qu'on ne peut pas les qualifier autrement une fois l'indépendance recouvrée. Ai-je ajouté sûr de moi. De plus, nos frères du Conseil de Wilaya nous avaient donné cette impression, ou plutôt, ils nous ont fait sentir que nous n'étions plus les bienvenus chez nous. Ils nous considéraient comme des intrus qui étaient là pour prendre leur place. À vrai dire, ils se trompaient lourdement, car si nous courions après les postes, nous serions restés là où nous étions, c'est-à-dire à l'extérieur. C'est là que le pouvoir se jouait et que les alliances intéressées et parfois politiquement contre nature se nouaient. Je respectais pourtant tous ces hommes qui sont restés à l'intérieur au moment des grandes opérations dévastatrices, voulues par De Gaulle et menées par Charles en 58-59. Ces hommes ont fait leur devoir. D'un autre côté, si nous sommes sortis, ce n'était certainement pas pour fuir nos responsabilités, parce que ceux qui ont ainsi décidé ont estimé que notre mission se trouvait ailleurs. Dans la guerre révolutionnaire, plus que dans les armées classiques, l'insubordination n'est pas passible d'unitaire ou de la forteresse, mais de l'exécution pure et simple. La discipline y est de faire, certes, mais elle y est librement consentie. Avant de rallier Alger, j'ai expliqué à tous que malgré le cantonnement des troupes de l'armée de libération dans les lieux où ils se trouvaient au moment du cessez-le-feu, ainsi que prévu par les accords d'Évian, et vu que la lutte se déroulait dans les centres urbains contre l'énergie de l'OAS, je me sentirais plus utile à Alger, aux côtés des populations livrées à elles-mêmes et à la terreur des ultra-partisans de l'Algérie française. De sinistres nouvelles nous parvenaient quotidiennement. Chaque matin apportait son macabre. Il y avait des jours où l'on dénombrait plus de 50 morts et un cortège de blessés qui se comptait parfois par centaines. La proposition d'aller en découdre avec l'OAS a été accueillie avec joie par tous, y compris, pour ne pas dire surtout, par nos hôtes. C'est ainsi que nous avons résolu d'entrer à Alger et de réorganiser la zone autonome qui avait été décimée par ce que Jacques Prévost, journaliste de France 5 Radio Alger, a improprement appelé la bataille d'Alger. Je dis improprement car en fait de bataille, l'armée française a eu les mains libres après avoir reçu des politiques les pleins pouvoirs d'opérer en dehors de tout cadre légal pour commettre les pires exactions de son histoire déjà sanglante. Nous sommes entrés à Alger pour organiser la défense citoyenne de la capitale. Nous étions accompagnés par C. Mohamed Barwakia, qui nous a mis en contact avec les militants. Il est vrai, peu nombreux, mais toujours aussi efficace et dévoué à la cause. Pourquoi citoyens? Car pour nous, il s'agissait d'organiser les populations. Nous ne pouvions pas prendre le risque d'une confrontation directe avec l'OAS et de jouer de la gâchette avec ces tueurs qui, quotidiennement,
organiser le rodéo meurtrier. Cela aurait immanquablement mis en péril les récents accords d'Évian. Si notre action partait en ville, ce serait donné l'occasion à l'armée française de remettre le couvert. D'autant que bien de ces officiers se sont découverts des qualités de putschistes qui ne demandaient qu'à s'exprimer. L'opinion algérienne et française avait encore en mémoire l'épisode peu glorieux du pouvoir insurrectionnel qui s'est établi en Algérie par un prononciamento militaire, un carteran de généraux en retraite, partisans ambitieux et fanatiques, etc., d'avril 1961. Tentative de coup d'État qui avait ébranlé la Ve République, instaurée elle-même par le coup du 13 mai, maquillée en retour de l'enfant prodige, mais cela est une autre histoire. Avant de revenir en Algérie, comme je l'ai dit précédemment, à la mi-janvier 62, j'avais rencontré le président Ben Youssef Ben Khedda qui m'avait donné un ordre de mission pour réorganiser la Wilaya 4 parce que le conseil de la Wilaya n'était pas encore officialisé au niveau du GPRA. La Wilaya 4 dont Alger pour y diriger la résistance face à l'OAS. Aussitôt, dans la capitale, j'ai évidemment averti le GPRA, je l'ai informé que j'étais là pour réorganiser Alger en zone autonome, comme elle avait existé déjà sous Abben et Ben Mehdi. Si, comme l'écrit Ben Khedda dans son livre intitulé Abben Ben Mehdi, le rapport à la révolution algérienne, la première zone autonome instituée par le Congrès de la Soumam en août 1956, a fonctionné comme un appareil de combat de premier plan. Sa mission en 1962 ne pouvait plus être la même, en ce sens que les données politico-militaires avaient évolué et des accords liés. Désormais, le GPRA